Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Gaël Breton, qui est le fondateur de Authority Hacker, un site où il enseigne en anglais ses méthodologies pour créer des sites d'autorité et les placer sur Google. Donc a priori, si je ne me trompe pas, Gaël est le français le plus connu dans le milieu du make money américain et il se spécialise dans ce domaine spécifique des sites d'autorité. Et on commence justement l'épisode avec des conseils SEO puisque Gaël m'explique les erreurs d'un invité précédent de ce podcast qui était Alexandre Azra du site Visio Père Noël. Il nous explique ensuite comment est-ce qu'on organise du contenu quand on a un blog, un podcast, une chaîne YouTube, quels sont le rôle de ces différentes sources de trafic et de ces différents modèles de contenu dans une stratégie globale pour vendre des formations derrière. Il nous explique plus en détail sa méthode des sites d'autorité, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment est-ce qu'il crée des sites rentables grâce au SEO. On va aussi voir comment Gaël choisit les niches pour ses prochains sites et quel process il suit pour identifier des bonnes opportunités. On va voir pourquoi et comment il a revendu un de ses sites pour plusieurs centaines de milliers de dollars après seulement 18 mois de travail. Et finalement, on va parler de est-ce qu'il faut s'associer pour lancer un business et Gaël va nous partager sa propre expérience avec son associé. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter cet épisode avec Gaël Breton de Authority Hacker. Salut Gaël, bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Donc avant d'enregistrer, tu me parlais du fait que tu avais écouté un ancien épisode de Marketing Mania, un épisode relativement récent, sur un gars qui a organisé un site qui s'appelait Visio Père Noël. Toi, ton expertise, c'est le SEO, les sites d'autorité. Et tu me disais que tu avais quelques commentaires là-dessus et que tu pensais que la stratégie proposée par mon invité pour la suite de son propre site était pas la bonne, vu que toi, tu as beaucoup plus d'expertise dans le domaine du SEO. Explique-moi ce que tu aurais fait à sa place. Bon, déjà, on va pas dire pas la bonne parce que forcément en SEO il y a plein d'opinions, etc. Et que bon, j'ai pas forcément la science infuse, tu vois. Donc, de mon avis, je ferais quelque chose de différent, je pense. Et en fait, quand je l'écoutais parler dans le podcast, il disait, en gros, il était vraiment focus sur ces mots-clés directs de service, tu vois. Il parlait de Visio Père Noël, visioconférence Père Noël, il parlait de ces mots-clés, tu vois. Mais en fait, il a parlé du fait que les influenceuses mamans lui avaient apporté beaucoup de clients. Et donc, de ce fait, on sait que les gens qui achètent Visio Père Noël probablement consomment beaucoup de contenu autour de Noël et autour de ce que les mamans cherchent à faire à leurs enfants, parce qu'on a déjà un peu une petite preuve de concept autour de ça, en gros. Et en fait, ce que je te disais en preview, c'est que moi, je me focuserai pas seulement sur ces mots-clés qui sont importants, évidemment, visioconférence Père Noël, etc. Ce sera les meilleurs mots-clés. Mais s'il apparaissait sur Google pour genre chant de Noël, à apprendre aux enfants, recettes de Noël, tu sais, un peu les trucs DIY, faites votre bougie de Noël, votre couronne de Noël, etc. vous-même, etc. Ou même comment faire un bon Père Noël à une soirée ou un truc comme ça. En fait, si tu fais ça et que tu mets un peu des bons call to action sur ton site, tu vas avoir les bonnes personnes qui arrivent, qui sont intéressées par ce genre de service. Donc tu peux, par exemple, nous, ce qu'on aime bien, c'est les exit pop-up. Je sais que c'est chiant en tant qu'user, mais je sais que ça marche aussi en tant que marketeur. Donc on aime bien faire ça. Et non seulement tu peux faire ça, mais tu peux créer une liste de retargeting vis-à-vis de ça. Donc même si tu veux être assez soft au niveau de ton contenu, tu peux faire un contenu qui est complètement gratuit sur ton site. Les gens arrivent, hop, 5 chants de Noël pour les enfants. Et tu les mets sur ta retargeting list sur Facebook ou Google. Et après, tu les retargetes sur ton service Visio Père Noël et tu les envoies vers une landing page qui est plus commerciale. Ce ne sera pas aussi bon que le mot-clé direct, mais par contre, l'audience est tellement plus large que c'est possible de faire plus de volume de vente sur ces mots-clés-là que sur les petits mots-clés qui sont exacts sur le service, en fait. Et en fait, c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. C'est pas seulement ces quelques mots-clés, mais tu peux faire un gros site de Noël, en gros, avec les meilleures décorations Noël, idées pour votre sapin, etc. Et après, rabattre une bonne partie des gens vers tes services commerciaux via de la pub retargeting et via des call to action sur ton site, quoi. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de cibler uniquement les gens qui cherchent spontanément exactement son service de visio, il irait plus largement sur les gens qui cherchent à faire des animations pour leurs enfants pour Noël. Donc descendre un peu dans la pyramide de conscience sur les gens qui n'ont pas conscience que le produit existe. Mais dans ce cas-là, j'ai quasiment l'impression que par rapport à ce que tu me décris, le mec, il a monté un gros site d'autorité justement sur Noël. Est-ce que ça a encore du sens pour lui de se concentrer sur un service de Visio Père Noël à ce stade? Ou est-ce que du coup, tu dirais le service de Visio Père Noël, ça devrait être que une goutte d'eau dans un océan de monétisation? Et en fait, c'est un peu ça les sites d'autorité, c'est qu'en fait, tu vois, la plupart des entreprises se focus sur leurs produits, tu vois, sur leur homepage, tu vas voir les produits, etc. Un site d'autorité, c'est plus un site qui est centré autour d'un thème, et après, tu crées des business models autour de ce thème-là, autour de l'audience que tu as créée. Et honnêtement, tu en es un exemple, parce que regarde, si tu regardes Marketing Mania, tu fais des vidéos Wolf of Wall Street, machin, etc. Après, tu fais des vidéos qui sont un peu plus spécifiques sur le marketing. Et après, tu vends plusieurs choses aux gens. Tu vends ton système de cours, tu vends tes cours toi-même, et tu as des opportunités de lancer d'autres business sur le côté parce que tu sais que cette audience, elle est intéressée
sur plusieurs produits. Et en fait, c'est exactement ça un site d'autorité, c'est qu'en fait, tu déplaces d'un site qui est focus sur un produit à un site qui est focus sur une thématique. Et après, autour de cette thématique, tu peux lancer plusieurs business en fait. Et donc, c'est une bonne idée d'expansion. Après, il pourrait y avoir d'autres services, je sais pas, peut-être. Enfin, même des services, ils pourraient bosser avec des associations de donations, donner des cadeaux à des enfants, machin, etc. Toutes ces thématiques-là pourraient marcher et en même temps mixer, je pense, du caritatif avec du commercial, ça pourrait marcher pas mal, honnêtement. Genre, tu sais, vous achetez votre visio Père Noël, 5 € donnés à un centre pour les enfants, et en même temps, ça fait de la pub au niveau des médias, etc. Et ça fait aussi, ça fait vendre des trucs, et tu peux quand même faire un profit, quoi. Donc, dans son cas, le site d'autorité, ce serait de construire un peu la destination autour de tout ce qui touche à Noël. Ouais. Donc, pour pouvoir derrière se placer dans Google au niveau des mots-clés. Comment est-ce que plus largement on définit un site d'autorité? Est-ce que c'est forcément du SEO? Par exemple, tu as mentionné Marketing Mania, mais est-ce que Marketing Mania, tu le considérais comme un site d'autorité? Ou est-ce que pas vraiment? Parce que c'est pas vraiment c'est pas du vraiment un SEO, site, tu vois. C'est pas ton. En fait, un site d'autorité, c'est un site qui crée une thématique et qui se focus sur, en gros, avoir du trafic plus de Google, parce que l'intérêt de Google, c'est qu'en fait, les gens, ils cherchent maintenant sur Google. Genre, tu vois, quand je cherche Visio Père Noël, je veux acheter ce service maintenant. Et en fait, c'est un peu l'intérêt. Alors que tu vois, sur YouTube, c'est beaucoup plus basé sur le followership. Donc, en fait, tu auras plus de views, etc. C'est plus facile d'accéder aux gens. Mais c'est peut-être un peu plus dur de les convertir. J'imagine que quand toi, tu donnes un lien dans une description sur YouTube, ton click-through rate, ça va être moins de 5%, je pense. 5-6%, ça, je pense. Et encore, c'est pas mal, je pense, déjà. Et les gens tombent sur mes vidéos principalement par recommandation. Exactement. Donc même pas par recherche. Donc c'est following based, tu vois, c'est un peu plus social, alors que Google, c'est vraiment genre je cherche ce truc, je veux le truc, etc. Ouais. Mais en fait, c'est un peu là où le retargeting, ça a un peu tout changé, parce qu'en fait, tu peux juste deviner ce que les gens veulent. Tu vois, quand les gens échangent des chants de Noël, des recettes de Noël, etc. Tu sais que les gens, en gros, ils veulent faire des animations de Noël, ils veulent passer du bon temps avec leurs enfants, et en gros, le but supérieur, en gros, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un bon moment et de faire tout pour ça, quoi. Et en fait, à partir de ça, tu peux retargeter les gens qui cherchent du contenu périphérique à ça avec une offre commerciale qui aura du sens pour eux. Et du coup, tu auras un taux de conversion qui sera bon parce que tu vas mettre la bonne pub en face des bonnes personnes, en fait. Et en fait, c'est ça qui est un peu intéressant pour moi. J'aime bien mixer le retargeting avec la SEO, mais aussi on met des call to action directement. Comment tu dis call to action en français? Des appels à l'action. Des appels à l'action. Call to action, on fait des appels à l'action sur le site aussi, et c'est là que je parlais de pop-up ou alors même sidebar, ou à la fin des articles, par exemple. Nous, on fait que nos auteurs, ils écrivent des conclusions qui envoient un peu les gens vers la plateforme commerciale, par exemple, tu vois. Sur Authority Hacker, si tu vas sur Authority Hacker, on fait des articles qui font des listes de programmes d'affiliation pour différentes niches, tu vois, genre pour les chiens, par exemple. Et en gros, on écrit ça, on leur donne la liste aux gens, et en fait, dans notre conclusion, on dit, bah écoutez, si vous voulez, on a un training gratuit, vous pouvez vous inscrire, appuyez ici, et après, les gens mettent leur email et rentrent dans un funnel, quoi. Et donc, ça permet de prendre le trafic SEO, de leur donner ce qu'ils veulent sur la page, et en fait, à la fin, les gens, s'ils en veulent plus, ils vont juste chercher ça à travers ton funnel payant et tout ça, quoi. Donc, pour mettre un petit peu la stratégie dans son contexte, je pense que c'est intéressant de le voir par rapport à historiquement ce qu'on appelait les sites de niche. Donc en fait, les sites d'autorité, c'était une manière, c'est une approche qui arrivait à un moment où on s'est dit Google veut une approche plus qualitative, plus complète, des sites qui touchent plus de choses et qui sont experts dans un domaine, plutôt qu'avant des sites de niche à une époque où c'était ce qu'on appelait les exact match domain. Donc c'était ton site, c'était collier pour chien et un truc ultra spécifique. Collier pour chien aveugle ou un truc comme ça, quoi. Vraiment le truc. Ouais, collier pour chien aveugle, exactement. Et t'avais le site collier pour chien aveugle avec une page. Aujourd'hui, tu ferais plutôt un site d'autorité sur les chiens et tu traites de différentes choses sur les chiens et t'as des centaines de pages sur ton site. Donc c'est une philosophie qui est différente, qui est apparue, je sais pas, il y a une dizaine d'années environ, je dirais environ aux alentours de 2010. Ouais. C'est un terme qui a commencé beaucoup à sortir. Et toi, tu as été une des personnes qui s'est positionnée là-dessus avec le site Authority Hacker. Donc vous, ça a toujours été votre cheval de bataille de dire on va créer des gros sites. Au lieu d'avoir, comme à l'époque de sites de niche, tu vas monter 50 sites un petit peu en random. Toi, tu vas te concentrer sur un site avec plus d'efforts, plus de recherche, plus de ressources qui vont dans un site. Mais en disant, voilà, ce site, on va y passer beaucoup de temps, mais ça va être un gros driver. Alors qu'un site de niche, ça pouvait être $200 par mois, t'étais content. Et encore, t'es content. Avec 40. Tu sais, le but des gens, c'était $1 par jour en général, pour beaucoup de sites de niche. Genre, les exact match de c'était vraiment $1 par jour, t'en as 100, et puis, bah, tu fais $100 par jour, quoi. Les gens vivaient en digital nomade autour du monde, à Bali ou à Bangkok, n'importe quoi, quoi. C'était ça, le mode.
Et toi, tu es plutôt sur des gros coups. Il y avait une interview où tu mentionnais que les opportunités qui, toi, t'intéressaient personnellement, c'est des opportunités qui pouvaient avoir le potentiel de faire 100 000 $ par mois. Donc, potentiellement des trucs qui peuvent scaler sur des sur des gros volumes à la fois en termes de trafic et de monétisation. Ça veut pas dire que tu y arrives à chaque fois. Hein. Je vais pas dire à chaque fois, nous, on fait 100 000 $ sur chaque site qu'on commence. C'est pas vrai. Mais on veut le potentiel au moins. C'est le benchmark. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que du coup, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu tout à l'heure, mais une grande partie ici du travail, c'est comment est-ce que tu étais capable en amont de quantifier une opportunité dans ta recherche de mots-clés, dans ta recherche sur l'affiliation, etc. C'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu plus tard ensuite. Ce que je voulais voir juste avant, c'était parler du coup de Authority Hacker qu'on a évoqué à l'instant pour qu'on voit un peu l'autre côté. Donc toi, tu as monté Authority Hacker, c'était en quelle année? Je crois que j'ai enregistré le domaine en 2015, je crois. Je crois que ça doit pas ça. À Singapour d'ailleurs, je me souviens très bien. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sources de trafic que je voudrais rentrer dans cette question. Vous avez le SEO, vous avez le podcast et vous avez fait 255 épisodes de podcast, donc c'est un podcast assez actif. Fred, dans les recherches, me l'avait souligné, donc je le mentionne, je trouve que c'est assez cool. Et vous, maintenant, vous commencez à faire de la vidéo. Et du coup, derrière, il y a des formations qui sont vendues pour du coup faire exactement ce que tu mentionnais. Donc, on va revenir sur les formations tout à l'heure. Au niveau des sources de trafic, j'étais intéressé pour comprendre. Les gens me posent souvent la question de est-ce qu'il faut que je fasse du podcast, faut que je fasse de la vidéo, faut que je fasse du SEO. Et moi, j'ai ma réponse à ces questions qui est bien sûr biaisée par le fait que YouTube, pour moi, c'est la vidéo qui m'a construit. Et donc, du coup, je dis aux gens, fais de la vidéo. Et j'ai aussi fait beaucoup de podcasts et je comprends assez bien les avantages et les inconvénients du podcast par rapport à la vidéo. Toi, ta grande expertise, ta grande force du départ, c'est le SEO. Tu as aussi un podcast, tu as aussi de la vidéo. J'ai l'impression que tu pousses de plus en plus la vidéo. Tu me diras si c'est le cas, mais j'ai l'impression que tu mets plus d'efforts dessus. Comment est-ce que tu répartis ces trois sources de trafic à la fois en volume actuel et en termes d'efforts et en termes de rôle, tu vois, dans un funnel? En fait, pour la vidéo, c'est assez dur de dire maintenant parce qu'en fait, je pars du principe qu'on est dans un phénomène de rattrapage là parce qu'on vient de commencer il y a à peu près un an et en fait, on avait déjà une audience à travers notre email list, à travers notre podcast, etc. Et du coup, les subscribers, ça monte ok, mais en fait, c'est juste le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient déjà, qui en gros, ils sont sur YouTube et je les follow et donc je prends pas vraiment ça comme de la croissance organique, plus juste un transfert de gens qui nous suivaient ailleurs, qui nous suivent aussi. Donc, c'est assez dur de dire au niveau de la vidéo. Au niveau du trafic aussi, il y a un truc que t'as pas noté, c'est qu'on a des affiliés, vu qu'on vend des formations et des gens qui nous envoient du trafic. D'accord, ouais. Et c'est un trafic important aussi pour les ventes, en fait. C'est un levier important. Ouais. Donc, c'est aussi important. Tu peux le quantifier? C'est de l'ordre de quoi? Je dirais que c'est à peu près 20% à des la ventes. Louche. Je peux te dire au niveau du chiffre de vente. Ouais. Donc c'est pas au niveau du volume de trafic, c'est peut-être 5%, mais tu vois, ils envoient du trafic directement vers les sales pages, etc. Donc mais ils convertissent du coup 4 fois mieux qu'un random personne qui a cliqué sur un article de blog. C'est parce qu'en fait, il y a une étape de plus, tu vois, parce qu'il y a plus qualifié. Exactement, parce qu'il y a le blog entre deux, tu vois. Donc après, même si t'as qu'une personne sur 4 qui va vers la sales page, en fait, ça s'équivaut, tu vois. Donc c'est pour ça les affiliés, ça compte aussi. Au niveau de la quantité, en fait, moi, j'essaye plus de faire un peu une approche omnichannel qualitative, c'est ce que j'appelle ça. En gros, par exemple, tu vois, maintenant, quand j'écris un blog post, je vais faire une vidéo sur le même sujet. Par exemple, j'en ai sorti un la semaine dernière sur comment optimiser ton architecture de site, comment linker les pages entre elles, etc., pour avoir le meilleur résultat sur Google. Et donc, j'ai fait un article, j'ai fait toute la recherche, j'ai écrit le truc, etc. Et après, j'ai modifié un peu, j'ai fait une vidéo en essayant d'adapter un peu plus au format YouTube, juste pas à relire l'article, mais à faire un truc un peu plus actionable avec deux, trois jokes entre deux, etc. Enfin, essayer de faire un truc qui matche un peu la plateforme. Et donc, on essaye de plus en plus de faire ça. Et on essaye de créer une team autour de nous qui nous augmente, en fait. Donc, en fait, par exemple, tu vois, on fait le podcast. Et en fait, on appuie sur notre bouton et ça enregistre directement sur Google Drive et on a un éditeur qui édite et qui envoie ça, etc. Et je vois jamais le podcast. Et donc après, combien de trafic ça nous rapporte? Je dirais que la SEO, ça reste quand même le truc où on a le plus de trafic. Après, le podcast, c'est quand même pas mal. On a à peu près 10 à 15 000 downloads par semaine à peu près. Pour le nouveau épisode, pas en total, mais tu sais, après, les gens étaient sur les anciens, etc. Ouais. Les vidéos, bon, c'est encore trop ça. Parce qu'en fait, on a mis le podcast sur YouTube et en fait, je sais que toi, par exemple, tu as fait une deuxième chaîne, tu vois, pour ton podcast. Et donc, et ça, c'est un peu, c'est l'approche de Joe Rogan, un peu. Je sais qu'il a fait ça avec Joe Rogan Clips, etc. Et donc, c'est un peu la décision qu'on essaie de faire. Genre, on est un peu petit pour avoir deux chaînes.
vu qu'on n'a pas trop de présence sur YouTube, donc c'est un peu, et donc on mixe un peu les deux, et donc on essaye de savoir si c'est bon. Mais le podcast prend entre 5000 et 10 000 vues par semaine sur YouTube aussi, quoi. Donc ça dépend. Donc, donc la manière dont toi tu réfléchis à la question du podcast, c'est le podcast, c'est une acquisition Non. ou c'est plus, moi la manière dont je réfléchis, c'est Non. une fidélisation. C'est une fidélisation, Ouais. 100%. Podcast, c'est vraiment nul. Pour que les gens trouvent ton podcast, c'est vraiment nul. Ouais. Et je pense C'est que par vraiment exemple, toi, dur. t'as pris le bon moment pour faire un podcast, c'est-à-dire que t'as déjà des gens qui te trouvent sur YouTube et après vont chercher le podcast. Et en fait, C'est pas comme ça que j'ai commencé, parce que le podcast, il a commencé avant Ah YouTube. bon en Je fait. savais Le pas podcast, du il tout. date de 2015. ouais, il est ok, post- bon bah, il- j'ai mal fait mes recherches, Mais- donc je m'excuse. Mais le truc sur le podcast, c'est que moi, quand j'ai commencé en il y avait 2015, personne. le podcast, sur le marketing, il n'y avait pas. En Ouais. fait, à l'époque, personne faisait des podcasts. Hein. Quand j'ai fait un podcast de séduction, j'étais le premier en France à faire un podcast sur la séduction, tu vois, qui est quand même une grosse niche à l'époque. ouais. Déjà, il y avait 1 milliard de blogs. Hein. Il n'y avait pas un seul podcast. Et pareil sur le marketing. Voilà. Mais même comme ça, je dirais que la croissance sur le podcast, elle est compliquée à avoir. C'est dur, hein. Et c'est mieux effectivement d'y penser comme étant une deuxième étape dans ton funnel où les gens, tu les as déjà captés et tu vas les fidéliser sur le podcast. Parce que pour le coup, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps à t'écouter. C'est du temps et passé passer ensemble en beaucoup de fait. temps avec C'est toi. du temps passé ensemble le Ouais, podcast. ouais. Et c'est Ouais. pratique parce qu'ils peuvent conduire en même temps, ils peuvent faire leur sport en même Ouais. temps. C'est pas comme une vidéo où genre tu vois ça doit durer un peu moins longtemps parce que les gens sont plus focus dessus, Ouais. tu vois. Et donc c'est du temps passé ensemble. Et en fait nos formations elles sont assez chères sur Authority Hacker, donc Ouais. cette espèce de fidélisation elle est très importante parce que quand t'imagines nous quand devant Authority Hacker Pro c'est $2500. Et donc c'est un investissement pour les gens et donc il faut qu'ils aient un peu confiance et donc le podcast c'est ça en fait. Le podcast ça leur permet de te connaître, ça leur permet de savoir comment tu penses et un peu à quoi s'attendre quand ils vont passer plus de temps avec toi à l'intérieur du cours aussi, tu vois. Et donc moi je Ouais. pense 100% cette approche de fidélisation du podcast, donc on essaie même pas de faire des mots-clés ni rien du tout, on essaie juste de rendre l'audience contente en fait. Et après on récupère nous à travers la SEO, donc on met nos podcasts sur des blog posts par exemple. Tu vois, s'il y a un podcast qui est en rapport à ce qu'on dit sur un post, Ouais. on va mettre le truc SoundCloud dessus. Et les gens vont peut-être écouter Ouais. et vont dire ah bah tiens c'est sympa, Donc, je il faut- vais m'inscrire, etc. Et voilà. Pour avoir un podcast utilisé de cette manière, il faut avoir une source de trafic qui est beaucoup plus scalable Je potentiellement. recommande pas en premier. Et construire des ponts entre la source de trafic d'origine et le podcast, ce qui est évidemment la raison pour laquelle à l'origine j'ai créé la chaîne podcast sur YouTube, Mhm. puisque l'idée c'était comment est-ce que j'amène une personne d'une vidéo YouTube à un podcast audio. Bah, le plus simple, c'était de l'amener à un podcast sur YouTube. Et une fois qu'il a écouté mon podcast sur YouTube, potentiellement, enfin, de toute manière, il l'écoute là s'il veut, mais potentiellement, beaucoup de gens après vont aller le choper sur iTunes et sur Spotify. C'est quand même des manières plus agréables d'écouter un podcast d'1 heure, même si je sais qu'il y a plein de gens qui l'écoutent sur YouTube dans un autre onglet. C'est quand même pas la majorité. Tu sais ce que nous on fait pour le podcast Et, sur YouTube? On utilise les YouTube Premières. Et en fait, Ouais. on est sur le chat. Genre, on répond aux questions pendant Ouais. que le podcast joue. Et en fait, les gens, il y a beaucoup de gens comparé à la compétition, maintenant, on a quand même 2-3 fois plus de gens. Parce qu'en fait, on passe genre 1 heure à juste chatter avec notre audience pendant que le podcast tourne. Et en fait, ce que ça fait, c'est que vu que les gens ils viennent, ça fait des views et ça a du retainer time sur les vidéos, vu qu'ils sont sur la vidéo, elle est en train de jouer. Et du coup, ça donne des bonnes stats au début, ce qui fait que la vidéo se fait partager par YouTube de plus en plus parce que à cause de l'algorithme qui dit bah tiens les gens ils restent longtemps, je vais promouvoir cette vidéo, tu vois. Et donc on a cette espèce de rendez-vous tous les lundis soirs où les gens ils viennent chatter avec nous pour la première du podcast. Ouais, c'est smart. Donc pour les gens qui savent pas, YouTube Première, c'est une fonctionnalité de YouTube où tu peux programmer tes vidéos à l'avance, mais elles sont directement visibles. Donc il y a marqué cette vidéo va être en première à tel moment. Ouais. Et l'idée c'est qu'elle commence pour tout le monde en même temps, tout le monde la regarde en synchronisé, et il y a un chat en live sur lequel tu peux interagir. Donc en fait c'est un peu un mix entre faire En le live podcast en live et le faire là. Sauf que la différence c'est que le problème d'un podcast en live c'est que à moins d'avoir une personne qui monitore le chat, en fait, c'est quasiment impossible d'interagir avec le chat. Il y a un milliard de questions, tu peux pas le filtrer. Tu peux pas vraiment interagir avec l'audience, sauf avoir une personne annexe qui te fait remonter les questions. Et de toute manière, ça pose aussi quand même un problème de scheduling, quoi. Tu commences à être assez contraint par le truc. Il faut que ça soit enregistré pendant les heures de travail de ton invité et autres. C'est dur, ouais. Mais en même temps, il faut que ça soit le soir pour que les gens puissent le regarder. Ça devient compliqué. Donc là, effectivement, c'est une manière marrante de faire. Ça donne un rendez-vous pour les gens. Et on peut l'éditer aussi. Du coup, on peut l'éditer le podcast et on met des visuels en même temps. Donc ça donne une meilleure vidéo aussi, quoi. Donc c'est une vidéo en bonne et due forme. Donc on fait ça et ça marche pas mal honnêtement pour nous.
on a genre 100 personnes, un truc comme ça. C'est pas non plus des milliers de personnes, etc. Parce qu'on n'est pas très gros sur YouTube, parce qu'on vient de commencer. Mais si on compare même à nos compétiteurs, tu vois, nos podcasts font souvent plus de vues que leurs vraies vidéos, tu vois. Genre, nous, on fait des podcasts d'1 heure, on les met sur YouTube. Et très souvent, on a plus de distribution que eux sur une vidéo de 10 minutes, bien formatée, etc., bien faite, etc. Je pense que ça joue. À dire à 100% que c'est ça, c'est dur à dire avec l'algorithme YouTube, mais je pense que ça joue. Donc, c'était pour la question du podcast versus la vidéo. Je suis intéressé de comprendre un peu mieux la stratégie derrière les produits, parce que vous avez du coup 2 produits qui sont en vente sur le site. Vous avez le Authority Site System 3.0 qui est pitché comme étant une formation pour les beginners. Donc les débutants. Exactement. Et une autre qui est Authority Hacker, celle que tu as Pro, qui est à $2 500 que tu as évoqué tout à l'heure, qui est pitché intermédiaire. Donc en fait, ici, si j'ai bien compris, la stratégie, c'est que tu as une formation qui est ouverte tout le temps, qui est un peu moins chère, qui est pour les débutants, et une formation qui est plus chère, uniquement en lancement, et un espèce de modèle d'ascension où tu essayes de capter les gens sur la première et ensuite les upsells sur la deuxième. C'est plus ou moins ça? C'est plus ou moins ça, mais c'est plus compliqué que ça aussi. Parce qu'en fait, quand tu vas sur Authority Hacker, tu vas sur /system, tu vas voir, tu peux lâcher la formation pour les beginners. Elle est vendue à $997, si je me souviens bien exactement. Mais en fait, on a aussi un Evergreen Funnel qui offre un discount. En fait. Donc en fait, quand les gens prennent on a un webinar Evergreen. Donc, en gros, c'est une formation gratuite en ligne que les gens peuvent regarder où pendant 3 heures, je leur montre. Honnêtement, on n'est pas les mecs, tu sais, qui te donnent juste une petite miette et qui essayent de te vendre le truc. Genre, vraiment, tu pourrais limite regarder le webinar et faire un site, tu vois. Genre, on met beaucoup d'informations là-dedans. Et là-dedans, on vend cette formation, mais on la vend à un discount à $599. Mais on a en gros, c'est limité dans le temps. Donc, en fait, vu que tu as dû mettre ton email, on te traque avec ton email, on met un cookie sur ton ordinateur et on traque avec, c'est du fingerprinting, donc c'est en gros, ça regarde la résolution de ton écran, le système d'opération, le browser, etc. Et ça essaie de déterminer si c'est toi. Et en gros, on fait de la scarcity, on fait de la, mais on essaye, on donne un temps limité aux gens, mais on essaye vraiment que ce soit pas du bullshit, tu vois. On essaye vraiment que ça se ferme à la fin et qu'en gros, les gens, s'ils veulent rouvrir la page de vente à 599 à la fin du timer, ça les redirige vers le 997 et ils doivent, c'est plus compliqué. Tu as un outil que tu utilises pour faire ça? Deadline Funnel, ça s'appelle. Et donc ça fait ça et on essaye vraiment de faire ça bien, tu vois, parce qu'on sait très bien que le système de lancement et de scarcity, ça vend très très bien. Mais aussi, je déteste les bullshit marketeurs qui font ça et qui, en gros, qui ont ça tout le temps. Et donc, on essaye vraiment, au niveau technique, de faire ça le mieux possible. C'est pas toujours parfait, mais on fait ça du mieux possible. On essaye de faire une vraie offre, quoi. Et donc après, les gens arrivent là, ils ont une réduction, donc ils ont environ quoi, une semaine pour acheter? 5 jours. Il essaie d'adapter ton deadline. 5 jours. 5 jours. Ils ont 7 jours pour acheter avec une réduction. Ils sont rentrés dans ton webinaire, ils ont fait ça. Ils prennent la formation. Ça te prend combien de temps derrière de leur proposer la formation plus chère? C'est-à-dire la formation Authority Hacker on Pro. Le fait Authority Hacker à quel Pro, moment est-ce qu'elle revient? Pour le moment, c'est juste en lancement ponctuel. Donc tu vois, là, on vient de finir on fait 2 fois par an en ce moment. Donc on essaye de faire une espèce de build-up, pareil, tu vois, genre 2 semaines avant, on commence à mettre un peu tu vois, à teaser des nouvelles techniques, à envoyer ça dans, tu vois, on fait toujours des essais sur nos sites. Mais évidemment, pour aider les ventes, tu vois, on garde nos meilleurs trucs juste avant qu'on lance le cours, tu vois. Et donc on fait un peu une campagne de teasing et après on fait un lancement et on fait ça 2 fois par an. On va peut-être le passer en Evergreen cette année, mais c'est pas sûr. Marc vient, mon co-founder, il vient la semaine prochaine à Budapest. Donc explique-moi la réflexion sur le Evergreen. Pourquoi est-ce que tu le passerais en Evergreen ou passerais pas? Parce que un truc que j'ai remarqué, c'est que quand même l'Evergreen, même si tu fais tous les trucs d'urgence du monde, ça fait moins de volume, en tout cas chez moi. Il y a clairement une perte de conversion. Surtout si tu fais de la hype un peu, tu vois. Surtout si tu fais un peu, si ta campagne de teasing, elle est beaucoup moins puissante. Parce qu'en fait, les gens, ils parlent entre eux, tu vois. Nous, quand on fait notre lancement, genre, il y a des threads Reddit qui posent des questions sur le cours, etc., qui demandent, et du coup, t'as le buzz qui évidemment n'existe pas dans l'Evergreen parce qu'il y a toujours, c'est très peu de gens qui vont à travers ce lancement à tout moment, tu vois. Donc, tu perds un peu. Mais en même temps, tu vois, pour nous, tous les 6 mois, en fait, il y a aussi des gens qui achèteraient. Et on voit ça à travers notre cours pour les beginners qui achèteraient, qui en fait qui sortent du circuit s'ils attendent trop longtemps, tu vois. Et donc il y a cette réflexion. Est-ce que ça fera plus? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, faudra tester. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un débat qu'on a en ce moment. C'est pas un truc qu'on est sûr. Mais ce qu'on sait, c'est que notre Evergreen sur les beginners marche très bien. Et donc on se dit, ça serait pas mal. Et aussi,
un lancement live, ça détruit ma vie. c'est genre, je dors pas, j'ai plein de trucs à gérer, etc. La sales page pète ou n'importe quoi. C'est quoi le pourcentage du lancement que vous refaites à chaque fois? Parce que moi, j'ai des lancements qui sont quand même assez blindés, donc finalement, c'est que la première fois que c'est. Ouais, mais en vraiment, fait, aussi, pareil, tu vois, tu refais beaucoup. De la même manière dont tu vois ton evergreen qui baisse, et bah, tu verras la même chose si tu continues à faire les mêmes lancements aux mêmes personnes qui te suivent, en fait. Parce que tu vois, en gros, ce que tu refais, c'est que tu refais tout le copywriting, tu refais la sales page. Pas tout, mais le teasing en général est original à chaque fois. Ce qui veut dire, tu sais, on fait Donc en gros, ce qui se passe avant le lancement, ouais. le contenu qui permet aux gens de se chauffer, de teaser le truc. Et après, on a aussi, on fait du testing à chaque, genre par exemple, tu as tous les emails qu'on envoie, il y a genre 5 headlines, etc. On voit combien on attribue toutes les ventes aux emails, etc. du mieux possible. Et donc du coup, on balance 50% à la poubelle à chaque fois et on refait 50%, quoi. On prend les 50% qui ont moins bien marché et on les refait au lancement d'après, donc peu importe ce que ça a été, si ça a été une landing page, si ça a été un email, si ça a été une pub, n'importe quoi. Et donc c'est notre manière de progresser en fait. Mais ça prend énormément de temps. Et en fait, tu quantifies ça à combien? Si tu fais un lancement, tu le fais 2 fois par an. Pour chaque lancement, tu y passes combien de temps? Combien de jours ou de semaines? Je commence au moins 3 semaines, 4 semaines avant. Je dirais. Et je sais que ça, quoi. Et tu t'es full time dessus pendant 3-4 semaines. Tout, quoi. Genre, je réponds plus aux messages. Et ma mère, c'est que j'existe ni rien, quoi. C'est toi qui tu fais beaucoup de contenu et tu refais du copywriting, c'est ça? C'est toi qui tout ça? Je fais le copywriting et je fais le teasing content, oui. Et honnêtement, tu vois, les gens vont dire, tu devrais outsource, etc. Mais au final, tu vois, quand tu as un business où les gens ils te suivent, je veux dire, si t'étais pas toi sur le podcast maintenant, il y aurait sûrement beaucoup moins de gens qui écouteraient, tu vois. Et quand c'est tes phases les plus cruciales au niveau commercial, eh ben, tu as sûrement envie d'avoir les meilleurs résultats possibles, donc tu vas t'y mettre, quoi. Ouais, mais à ce sujet, moi, je commence à changer un petit peu mon fusil d'épaule là-dessus. Et c'est une question que je vais te poser, parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est avoir plus de produits. Juste avoir plus de produits, plus de lancements, plus de trucs, tu vois. Pour moi, l'idée, le modèle mental que j'ai pour mon business, c'est j'ai une audience et on est très fort pour acquérir une audience. Ouais. Et à chaque fois qu'on a lancé un nouveau produit, ce produit a marché. Et à chaque fois qu'on a lancé un nouveau produit, on a gagné beaucoup plus d'argent. Ouais. Le problème, c'est que moi, les produits, je les ai toujours fait moi-même. Donc, ça m'a toujours pris 3 mois de créer une formation, rien que pour lancer un nouveau truc. Tu vois, 3 mois de base d'investissement. Donc, au mieux, je le faisais une fois par an. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de passer 3 mois en ermite pour faire un truc. Je suis aussi arrivé un peu au bout de mes sujets d'expertise. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur le marketing sur lesquels moi, je suis pas expert. Donc du coup, je me dis, je voudrais faire plus de lancements, plus de produits. Enfin, c'est clairement, tu vois, les chiffres me disent que plus j'ai de produits, plus ça va. Ouais, c'est pareil pour nous. Mais voilà, à un certain point, moi, je peux pas suivre le rythme non plus au niveau copywriting, plus suivre le rythme niveau contenu. Tu vois, il y a un moment donné où je me dis, il va falloir scale up ça. Donc, la question que je me pose, c'est, t'es sur un produit en evergreen et t'es sur un produit lancé en lancement 2 fois par an. Est-ce que ça aurait pas du sens pour toi d'avoir plus de produits, ou est-ce que en fait tu préfères te dire j'ai un seul produit et je scale l'acquisition, ce qui est souvent ce que font les gens qui font beaucoup de pubs Facebook par exemple. Ils sont plutôt sur un truc monoproduit. C'est tellement dur de les faire gens Facebook qui comme marcher, c'est de faire marcher Facebook, c'est qu'ils peuvent pas optimiser 4 funnels en parallèle, quoi. Ils sont obligés de passer leur vie à gagner 0,1% de conversion sur leur funnel, donc ils peuvent en avoir qu'un. Pour des gens comme nous, je me dis, en fait, tu lances un deuxième produit, tu doubles ton chiffre d'affaires, c'est plus là où se trouve le levier d'une certain point de vue. Comment est-ce que tu réfléchis toi à cette question? Parce que moi-même, tu vois, je me dis, il y a un autre côté où tu peux pas avoir 50 produits parce qu'à un moment donné, tu peux plus les promouvoir. Donc il y a un équilibre entre les deux. Il y a le problème de qualité aussi, qui est difficile. C'est-à-dire de la qualité du produit. Parce qu'en fait, tu as une réputation aussi. Et si tu sors un mauvais produit, ça peut aussi faire mal, tu vois. Je pense qu'un exemple récent, c'est CD Red Project avec Cyberpunk, je pense. Genre, les mecs étaient super hypés à cause de leur jeu, etc. Mais eux, c'était pas un problème d'avoir c'est un problème de qualité. trop de projets, d'avoir fait trop de trucs. C'est un problème de qualité. Mais le problème, c'est que tu vois ce que ça fait une entreprise quand tu sors quand t'es hypé, quand les gens ils s'attendent à de la qualité, que tu sors un truc de mauvaise qualité. Et je pense que c'est le truc à préserver le plus, c'est ta réputation. Et donc, il faut savoir, au moins, moi, je refuse tout plan qui réduirait les standards de qualité. Faut toujours que ça augmente, en fait. Okay. Mais par contre, en fait, notre formation Authority Hacker Pro, c'est pas juste un truc linéaire, en fait, c'est plein de petits modules. Genre, tu vois, on a des trucs sur l'optimisation de la vitesse de ton site, par exemple. J'ai un module de genre 30 vidéos où je montre comment je fais notre keyword research, etc., comment je pique les mots-clés, tu vois, ce dont je parlais pour Visio Père Noël, par exemple. Et en fait, ce qu'on va sûrement faire, c'est qu'on va détacher certaines parties et les vendre à part.
pour pouvoir mettre plus d'offres en front-end sans forcément mettre plus de charge de travail sur nous, vu qu'on fait déjà Authority Hacker Pro. Sur nous, et en fait on va faire plus et en fait le but c'est aussi justement d'utiliser ces trucs là pour développer plus les funnels Facebook, etc., parce que nos offres sont chères et donc c'est dur, tu vois, de faire parce que le pixel Facebook il traque tes conversions que sur 7 jours, mais en fait tu vois, quand tu fais une vente à $3000, les gens prennent souvent plus de 7 jours pour décider s'ils veulent acheter ça ou pas, et donc du coup le conversion tracking il s'évapore, ça n'existe plus sur Facebook, et donc c'est pour ça que les funnels Facebook il faut souvent avoir des produits pas trop chers, où les gens prennent une décision rapidement, et donc du coup tu traques plus facilement, et donc du coup tu peux optimiser mieux. Et donc on va utiliser ces petites parties. Et dans ce cas-là, je suis peut-être, je suis pas aussi calé sur les questions de tracking Facebook. Je sais que toi c'est quelque chose auquel tu réfléchis beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de contourner ça en taguant les gens directement dans ton autorépondeur pour ensuite voir qui achète et les retrouver comme ça? Tu peux faire ça, en fait, mais c'est aussi compliqué parce que nous à peu près 30% des gens achètent avec un email différent que celui de celui qui sont sur notre email list. Donc 30%. J'ai beaucoup de gens qui achètent et je dis mais mec t'es même pas sur ma liste email. Tu me connais pas. On se connaît pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas aussi simple que ça, parce que 30%. Au niveau de Facebook, ça va être la différence entre une perte ou un profit, tu vois. Et donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a des systèmes, il y a un truc qui s'appelle Segmetrics et il y a un truc qui s'appelle Wicked Reports qui, en fait, font qui font un système de cookies qui tag dans ton autorespondeur. Et donc, tu vois, même si les gens, ils achètent ils sont sur le même browser, mais ils mettent un email différent, ça va quand même attribuer la vente au bon email, etc. Et donc, tu vas pouvoir. C'est des process assez lourds quand même. Oui, nous on fait ça, nous. C'est lourd. C'est lourd. Il faut taguer tous les liens, par exemple. Tous tes liens, il faut que tu aies tes UTM parfaitement au niveau analytics pour que ça puisse taguer tout, etc. Tous tes liens de pub, tous tes machins, etc. Tout doit être tagué parfaitement. Mais si tu fais ça, tu peux réattribuer la plupart de tes ventes. Donc, c'est vrai qu'au niveau conceptuel, tu dis, bah ouais, on fait juste ça, ça va, etc. Mais en fait, quand tu perds 30% de tracking, Facebook, souvent, tu vois, les gens, quand en front-end, ils font rarement plus de 20% de profit au mieux, tu vois. Et après, c'est en back-end qui font du profit. Et en général, la plupart des gens, ils sont en break-even. Ils regagnent juste que ce qu'ils ont donné à Facebook en général. Et donc, vraiment, 30%, c'est trop. Et même déjà 10%, tu fais un peu du guesswork à ce niveau-là, quoi. Donc, et maintenant, avec iOS 14.5 qui vient de sortir, et donc Apple, ils sont en train de bloquer encore plus de tracking. Je sais même pas ce que ça va donner parce que ça vient de sortir cette semaine. Donc on verra. Donc la stratégie ici, c'est de prendre des modules qui sont déjà dans ta formation, qui sont conçus comme étant en fait des deep dive standalone sur quelque chose, mettons la recherche de mots-clés ou builder des liens. J'avais le mot français, je disais construire des liens, et donc je me dis je vais passer sur les trucs anglophones. C'est moi qui t'a corrompu. Pour être dans le mood avec Gaël. Pour construire des liens, tu prends ces modules-là, tu les fais en produits qui sont vendus en solo, qui peuvent être vendus moins cher, qui peuvent être vendus en moins de 7 jours pour les gens sur Facebook. Moi, c'est une stratégie que j'aime beaucoup pour multiplier les produits, et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu peux aussi commencer par créer différents produits et ensuite les assembler dans un espèce de pack. Et nous, on a vraiment beaucoup de succès avec ça sur le fait. En gros, mon offre la plus populaire est en fait construite à partir de différents packs d'autres formations qui ont été bundle et qui ont été refondus sur un truc. Et ça, c'est effectivement une bonne stratégie parce que tu as besoin en fait de plus de produits. Ça veut dire plus d'offres, plus de points d'accès différents pour les gens qui puissent rentrer. Mais tu n'es pas forcément obligé de tout refaire de zéro à partir de chaque fois. Tu vois. Par exemple, nous, un des meilleurs trucs qu'on avait fait, c'était prendre 2 formations et en fait transformer le truc. On avait pris la formation copywriting, on avait pris une formation freelance et on a dit devenez copywriter freelance, devenez copywriter pro. Et en fait, ça nous a demandé quelques semaines de travail parce qu'on a été refaire tout un tas de modules avec des copywriters pro pour avoir un truc spécifique, tu vois. Mais finalement, tu regardes la formation, 70% du contenu, on l'avait déjà, mais ça nous a permis de pitcher un angle qui était totalement différent aux gens, de raconter une histoire qui était différente, d'attirer une clientèle qui était différente, parce qu'en fait, ma formation copywriting, ça a attiré que les gens qui avaient un site et qui voulaient faire du copywriting sur leur site, et ma formation freelance, elle attirait que les gens qui avaient déjà une compétence en freelance et qui voulaient la vendre. Et en fait, du coup, j'ai open tout un nombre de personnes, donc ça, c'est des éléments intéressants en termes de stratégie de produit. Je vois bien en quoi ça fonctionnerait dans votre côté, puisque finalement, ça a moins de sens pour toi d'aller faire un produit qui est totalement orthogonal à ce que tu fais déjà et d'aller dire demain, je vais vous faire un produit sur la productivité. Enfin, comme moi, j'ai pu le faire, par exemple, j'ai un produit sur la productivité, ça aurait moins de sens pour toi. En revanche, j'imagine qu'il y a quand même certains produits, tu t'as parlé pas mal depuis Facebook et de tracking. Je pense que tu as, par exemple, si tu avais le temps de le faire de manière qualitative, l'opportunité d'avoir un produit sur le côté pub Facebook. Alors, je sais pas si c'est un truc que tu voudrais bundle avec ton Authority Hacker Pro et ensuite en faire un truc standalone, tu vois, mais je pense que
sur ce genre d'éléments, vous avez des compétences et des expertises aussi qui ont, ouais, mais en fait, c'est un peu. qui ont du potentiel. Authority Hacker Pro, en gros, c'est tout ce qu'on a fait. En gros, c'est juste le bundle en lui-même. En fait, c'était intéressant parce que c'est un marché très compétitif. Tu sais, genre, en gros, c'est blogging, make money online. En gros, c'est notre marché, tu vois. Et c'est très compétitif. Et en fait, la manière dont on est rentré dans ce marché, c'est en offrant en ayant une offre avancée au lieu d'une offre beginner au début, tu vois, parce que tout le monde fait un cours pour les newbies et personne fait un truc un peu high-tech. Et en fait, c'est comme ça qu'on est rentré sur ce marché, c'est qu'on a commencé par Authority Hacker Pro et on a fait regarder tous ces trucs dont personne ne parle et toutes ces tactiques. Et en gros, la différence avec nous aussi, c'est que tu vois, moi, je fais pas de PowerPoint. J'ouvre une nouvelle tab sur Chrome et je fais le truc sur nos sites, tu vois, et je leur montre vraiment dans la vraie vie, tu vois. J'ai aucun PowerPoint sur 400 vidéos. Et ça, ça intéresse les gens. Et du coup, ça nous a permis de rentrer là-dedans. Et en fait, c'est pour ça qu'on veut garder cet esprit, parce qu'on a aussi une communauté qui est avec ça, dans le bundle, en gros. Et cette communauté, pour la faire vivre, il faut aussi ramener des nouveaux gens dedans. Donc, si on commence à abandonner nos ventes là-dessus, ou si on commence à shifter, en fait, la communauté, elle va tout doucement, parce qu'il y a des gens qui forcément sortent de la communauté, qui font plus ça ou n'importe quoi, comme tout. Et il faut qu'on continue à l'alimenter de nouveaux membres. Et donc, on va continuer à garder ça. On va faire nos nouveaux modules, en gros, et on va les vendre en individuel. Et le truc qui nous a aussi embêté, c'est qu'au niveau des pubs aussi, parce que vu que nous, l'angle, c'est blogging, make money online, bonne chance avec les pubs Facebook, des fois. Avec tes landing pages, etc., t'es souvent ban, etc. Enfin, je me suis fait ban, je sais pas combien de comptes Facebook, etc. Même si tous nos trucs sont legit, même si les testimonials sont réels, même si tout ça, etc. C'est juste, les pubs Facebook, c'est un peu une horreur à ce niveau-là. Et en fait, si je bundle, par exemple, Keyword Research, si je sors Keyword Research, c'est plus vraiment make money online, c'est genre trouver des mots-clés pour votre site, tu vois. Et donc, ces angles-là sont beaucoup plus faciles. Et c'est plus facile d'acheter du trafic, c'est plus facile d'envoyer du trafic de certaines zones qui peut-être ne voudraient pas promouvoir nos autres offres, en fait. Et c'est pour ça que c'est un angle intéressant pour nous. Ok, donc ça c'est la question de la stratégie produit. Je voudrais basculer de l'autre côté du coup sur les sites de niche, parce que vous avez le site Authority Hacker où vous parlez de cette stratégie de créer des sites d'autorité. Vous avez aussi vos propres sites d'autorité. Juste avant ça, je voulais toucher sur un élément que tu as évoqué, je crois, très rapidement tout à l'heure, mais c'est le fait que vous avez commencé avec une agence. Donc, parle-moi un petit peu de, quand je dis vous, c'est parce que je parle de toi et de ton associé sur le business. On reparlera de lui tout à l'heure parce que je suis intéressé de comprendre comment vous séparez les tâches. Mais vous avez commencé à l'origine par une agence. Comment l'agence a commencé? Pourquoi elle s'est arrêtée, grosso modo, dans les grandes lignes, pour comprendre un peu le contexte de comment t'en es arrivé là? En fait, je bossais dans une agence à Kuala Lumpur. C'était mon premier boulot quand j'ai fini l'école de commerce. En gros, j'ai pris un premier boulot là-bas. Et je bossais pour une agence de SEO qui était australienne, mais qui avait un boulot à Kuala Lumpur. Donc, j'étais un peu mid-level manager là-bas, tu vois, genre truc de nouveau diplômé, tu vois. Genre bien, mais moyen, quoi. Et en fait, ils ont voulu ouvrir un bureau à Londres. Et en fait, tu vois, honnêtement, j'avais un bon style de vie à Kuala Lumpur, tu vois. Je venais d'être diplômé, je gagnais à peu près 2000 € par mois. Et à Kuala Lumpur, j'étais bien, tu vois. Pour un jeune diplômé, j'étais bien. Ils m'ont bougé à Londres. Et en fait, je gagnais le même argent, sachant que si je voulais vivre un peu dans le centre, etc., il me restait à peu près 2 livres et demi par repas, à peu près, je crois, pour pas perdre d'argent en travaillant, après les taxes, etc., tu vois. Et donc, forcément, mon style de vie a beaucoup changé en passant de l'appartement avec la piscine, etc., au petit appartement un peu pourri et à manger des nouilles Sainsbury tous les jours. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que je trouve une meilleure solution parce que quand même, là, je suis en train de régresser. Et en fait, bon, j'avais déjà cette compétence, etc. Et en fait, à cette époque-là, l'agence avec laquelle je bossais, j'avais des idées de marketing, etc. que je voulais faire. Et en gros, je vais voir mon boss et je lui fais, écoute, moi j'ai envie de faire ça, je pense que je peux faire des ventes et tout. Il me faut juste 500 € pour que je puisse, tu vois, acheter des articles, machin, faire des liens, etc. Et les mecs ont refusé, tu vois. Ils m'ont dit non, c'est bon, laisse-moi tranquille, etc. Je fais bon, d'accord. Et en fait, c'est là que mon associé que je connaissais, qui était un pote, a juste pris l'idée, l'a faite en fait. Et ça a marché. Et donc on a commencé à apparaître sur Google pour plein de mots-clés au niveau de la SEO, etc. Et en fait, je fais, mais attends, mais moi, je sais le faire, ça, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, en gros, je suis parti, on a fait notre truc, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé, sachant que lui, il est allé à Budapest à cette époque, et moi j'étais encore à Kuala Lumpur, mais lui en fait il est parti à Budapest, il était en freelance aussi, il est parti à Budapest parce qu'il en avait marre de la nourriture asiatique, c'est pour ça qu'il est parti. Okay. Très bonne raison, et il est parti à Budapest parce qu'en fait il gagnait pas. Donc lui c'était un collègue avec toi du coup. C'était pas un collègue, non, c'était juste un ami il bossait pas avec moi, tu vois, il était en freelance sur Upwork à l'époque.
Donc il gagnait 700 livres par mois, je dis exactement. Et donc il pouvait pas 700 livres par mois, il pouvait pas payer, il pouvait pas vivre en Angleterre vu que il vient d'Écosse. Et donc il a juste checké la map d'Europe, il a checké Budapest, il a checké Craigslist pour les appartements. Il a vu un appartement avec un truc de bière à l'entrée qui l'a fait marrer. Et il a juste pris un mois pour bouger là-bas. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Budapest. Et je lui ai dit bon bah moi Budapest ça me dit rien du tout. Honnêtement bonne chance tu vois. On bosse en ligne. On était bien en avance à l'époque. Et après, en fait, ça s'est mal passé avec cette entreprise parce que, en gros, mes conditions de vie à Londres étaient pas ouf. Et en gros, il y a des taxes employeurs qui payaient pas pour moi, ils avaient pas fait, etc. Donc, en gros, j'étais pas content, quoi. Et donc, j'ai fait bon, bah, je me barre. Et là, je suis parti à Budapest. J'ai pris un ticket EasyJet et j'ai bougé à Budapest. Et je dormais sur le sol de la chambre qu'il louait. Et je bossais sur le sol de la chambre qu'il louait. Et on a commencé comme ça, mais en fait, on est monté assez vite. Vu qu'on a été sur Google sur pas mal de mots-clés avec notre site. Et en gros, après 4 mois, je crois qu'on faisait à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois en agence. Et on a grossi l'agence jusqu'à une trentaine d'employés. Donc c'était l'agence là que tu avais montée, c'était pas encore votre propre site? Non, okay. C'était que l'agence. Et en gros, on a fait monter on s'est bien débrouillé, on a même fait de la SEO pour genre Expedia, pour Macy's, pour 99 Designs, Flippa, enfin on a fait des bons sites et tout. Et on a fait monter l'agence sur 4 ans. On a eu une trentaine d'employés, on a eu plusieurs bureaux, on a fait tout ça. Enfin, on a fait le schéma classique. Et en fait, on se faisait chier. En fait, on en avait marre à la fin. On s'est dit, on a quitté notre boulot pour juste trouver un autre boulot. On était dans des appels avec des clients qui comprenaient pas forcément ce qu'on faisait. On pouvait pas avoir... Tu sais, on aime bien les trucs un peu techniques, avancés, etc., comme tu as pu voir déjà. On pouvait pas faire ça avec les clients. Les clients, c'était très basique, c'était toujours les mêmes trucs, etc. On se faisait un peu chier. Et donc, c'est là qu'on a décidé de créer un site sur le côté à nous. Et de faire, on va voir, on veut faire un site d'autorité. On aime bien l'idée. On a investi un peu de nos profits tous les mois. On a embauché un auteur, quoi, quelqu'un qui écrivait des articles. On a pris un peu de notre staff pour créer des liens. Et en gros, il bossait dans le bureau à côté des autres. Et en fait, ça c'est monté, ça a bien marché. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire. On en a marre de l'agence, surtout quand on voyait que ça montait avec l'agence. L'agence était plutôt plate à un moment, tu vois, à ce niveau-là. Et donc, on a dit, on veut se barrer. Honnêtement, on a vendu l'agence à un mec en Californie. Mais honnêtement, c'était pas une grosse vente, tu vois. Je suis pas devenu riche en vendant cette agence, tu vois. Ça m'a juste payé à peu près 2 ans de salaire. Donc ça m'a permis, en gros, de dire bon bah ça nous prend 2 ans on n'a pas à se payer, on n'a pas à se soucier. Mais je suis pas devenu riche en vendant cette agence, quoi. Et après, on a commencé les sites d'autorité. On a fait ça pendant 1 an et demi. Et après, beaucoup de gens nous posaient des questions, etc. C'est comme ça qu'on a commencé Authority Hacker. J'ai commencé à faire des articles là-dessus. Et à l'époque, la manière dont j'ai commencé Authority Hacker, parce que je te dis, c'est une niche compétitive, j'étais vraiment dans les petites techniques comme ça. Il y avait un truc un peu à la Reddit qui s'appelait inbound.org pour le marketing. Et en gros, c'était populaire, tu vois. Il y avait des dizaines de milliers de visites par jour. Mais l'algorithme était un peu pété, pas comme Reddit où ils arrivent à trouver les upvotes quand tu le cheats, etc. Et donc du coup, j'avais juste à écrire un article et à envoyer un message à tous mes potes. Et j'avais des upvotes, j'étais en haut de ce site. Et du coup, j'avais 1000-2000 visites dans la journée quand je faisais ça. Et donc ça a permis de commencer ça. Et je commentais sur tous les gros blogs de marketing. Et j'avais leur RSS feed en alerte sur mon ordinateur. Et j'étais le premier comment sur tous les articles pendant 1 an, un truc comme ça. Et ça m'envoyait du trafic aussi. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé Authority Hacker. Parce que de ranker sur Google, c'était quand même, ça prend du temps, tu vois. Il fallait construire l'autorité du domaine. Et la première année, c'est très très compliqué, quoi. Donc on a commencé comme ça avec des méthodes un peu alternatives. Et après, on est passé sur des trucs un peu plus scalable, clean, tu vois. Donc la rédaction d'articles, le podcast, etc., comme on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, du coup, vous avez toujours un certain nombre de sites d'autorité que vous avez à côté de Authority Hacker. Il y en a combien? Au dernier compte, moi, il y en avait 4, mais le compte que j'avais datait de 2019. Donc aujourd'hui, tu as combien de sites à côté? Il y en a 3. On en a vendu un. Ok, parce qu'il y en a un qui a été, vendu entre-temps. Ok. Donc c'est des sites, il y en a c'est relativement peu de volume, c'est des sites qui prennent beaucoup de temps. Non. Genre, je m'en occupe. C'est notre staff qui s'en occupe maintenant. Enfin, moi, je consulte pour nos sites, en fait. Je suis consultant pour nos sites. Et après, notre staff à nous gère les auteurs, gère les liens, gère tout ça. Et en gros, tu vois, on a un channel Slack, par exemple. Et tu vois, les mecs mettent les liens qui viennent d'acquérir ou les nouveaux articles qui vont live, etc. Et après, moi, je peux checker vite fait. Et je dis, bah attendez, moi, je ferais plutôt ça, etc. Et puis, on a un monthly meeting où on parle de la stratégie par site. Et c'est tout, quoi.
Mais toi, ton focus est quasiment entièrement sur Authority Hacker. Ah, je dirais, ouais. En fait, ça m'intéresse quand même, tu vois, parce pour Authority Hacker, il faut avoir l'expérience des case studies, etc. Et Google, ça change tout le temps. Donc, nous, notre principe, c'est de dire, on est aussi on fait aussi le truc qu'on apprend aux gens. C'est pas juste, on l'a fait il y a 10 ans et puis maintenant on le fait. Donc, non, je passe du temps j'y pense beaucoup, mais je fais pas forcément le travail pour les sites, tu vois. Je passe plus de temps, le travail, tu vois, genre écrire des sales pages, etc. Ouais, je fais ça plus pour Authority Hacker. Ça prend beaucoup de temps de mon côté. Mais après, au niveau stratégie, ces sites-là sont intégrés dans une stratégie globale d'entreprise où on pense à tous ces sites-là. Par exemple, on va sûrement en vendre un autre à la fin de l'été, là, je pense. Et la décision de vendre, elle est déclenchée par quoi? Dans ce cas-là, c'est en gros, on pense qu'on peut faire mieux au niveau de la niche. Genre, honnêtement, je te le dis, tu vois, dans notre programme de beginner, le principe, c'est qu'on crée un site avec les gens. Donc, les gens, on commence à enregistrer les vidéos pour le cours. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, ils me voient étape par étape jusqu'à ce que le site gagne de l'argent. Et en fait, ce site-là, c'est le site que j'ai fait dans la première version du cours. Tu vois, c'est 3.0. Ce site-là, c'est le site que j'ai fait dans la première version du cours. Et en fait, il y a plein de gens qui disaient ah ouais, tu construis le site, mais des fois tu bosses pas dessus, tu vois, parce que c'était juste pour un exemple. Et comme il y a plein de gens qui le voient, il y a plein de gens qui copient et c'est un peu chiant. Et donc, mais ce site-là, vu que ça fait un peu longtemps qu'on l'a pas mis un peu sous le feu des projecteurs, j'ai fait vas-y, on voit si je le fais marcher, etc. Et en fait, on l'a repris en avril 2020. Genre, il traînait, il faisait rien, il gagnait à peu près $200 par mois, je pense. Et c'était juste un exemple, tu vois. Et on l'a monté, là, le mois dernier, il a fait $5 500, un truc comme ça, en un an. Et donc, en gros, le but... Tu veux dire en un mois? Oui, alors, mais on a monté de 200 à 5500 par mois en un an. Ouais. Mais il fait 5500 par mois, yeah, oui. Et donc, je pense que c'est pas la meilleure success story, mais c'est à peu près réaliste pour ce qui est faisable, tu vois, dans le marché. Et donc, je pense que je vais le revendre parce que cette niche, tu vois, nous, on est quand même plus avancé en SEO. C'était plus une niche de beginner, tu vois. Mais c'était juste pour montrer que c'est faisable, tu vois. Toi, quand on apprend la recherche de niche pour les beginners, c'est vraiment, on essaye de trouver un truc qui est pas forcément le truc qui gagne le plus d'argent, mais un truc qui a plus de chances de succès et notre but, en fait, c'est job replacement income. C'est remplacer le revenu de votre travail pour que vous ayez votre temps et puissiez faire autre chose, en fait. Donc, en fait, quand on a pris cette niche, c'était pas forcément la meilleure niche pour gagner des centaines par exemple, 100 000 euros par mois. Je pense pas que c'est faisable avec cette niche. Mais c'était plus une proof of concept. Est-ce qu'on peut prendre un des sites qu'on a montré aux gens? Est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on leur dit de faire, tu vois? Et je pense que $5 500 par mois, c'est job replacement income, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est un site qui gagne de l'argent, mais tu penses pas que le potentiel est suffisamment intéressant pour toi continuer à passer du temps dessus? Je pense qu'on est meilleur que ça, en gros. Et je pense qu'on peut faire mieux. Et du coup, tu le vends parce que ça consomme quand même des ressources. Exactement. Et l'équipe n'est pas infinie et tu préfères que ces personnes de l'équipe bossent sur d'autres opportunités. Ces personnes de l'équipe qui gèrent ce site-là, le site qu'on a vendu avant était dans une niche qui était beaucoup, beaucoup plus compétitive et ils ont déjà géré ce genre de niche. Et donc, je peux les mettre sur des projets qui sont plus juteux, en gros, tu vois. Et donc, je m'en débarrasse. Donc, quand tu évoques le site que tu as vendu avant, il y a une étude de cas sur ton site. C'était un site qui faisait environ $15 000 par mois de chiffre d'affaires. Ouais, en un an et demi. Qui avait $3 500 de coûts par mois et le chiffre que tu donnais c'était dans les mid six figures, donc en gros autour de plus de 100 000 mais moins de 20 000. J'ai pas le droit de dire, mais en gros entre 400 et 500 000 quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un site, du coup c'est quand même plus gros que 5 000 euros par mois. Et c'était plus rapide aussi parce que ce site-là il était déjà un peu âgé, etc. Mais c'est parce que le procédé de sélection niche a été fait différemment parce que celui-là était vraiment été fait pour les beginners et du coup on a un plafond plus bas, tu vois, et donc on paye ça. Ouais. Donc c'est intéressant, il y avait une donc dans cet article justement dans l'étude de cas où tu parlais de ce site, tu parlais de la sélection de niche et en fait l'idée que il y a des niches avec plus ou moins de trafic, moins de trafic, la monétisation, etc. Et qu'en fait, le potentiel de monétisation augmentait largement avec la difficulté, ce qui faisait que c'était pas linéaire et que il fallait essentiellement, ce que j'ai compris, c'est t'attaquer à l'opportunité la plus dure que tu étais capable d'attaquer. Mais si t'attaques un truc qui est beaucoup trop dur par rapport à là où tu vas faire 0, donc ça ne fonctionne pas. Mais que pour toi, il vaut mieux utiliser ce que tu as sur des opportunités qui sont assez concurrentielles et assez du coup lucratives, plutôt que de se disperser sur des trucs qui sont plus faciles, mais avec moins de potentiel. D'où la vente de site. Mais en fait, le principe, c'est que ce que je disais, c'est que quand tu as un bon niveau en SEO, quand tu t'y connais déjà bien, quand tu es déjà fort, en fait, l'augmentation des gains des offres affiliation
est plus rapide que l'augmentation de la difficulté SEO, en fait. Tu vois, le rapport devient plus bénéficiaire. Donc, en fait, même si tu as 10 fois moins de trafic sur un site qui vend des plateformes stock exchange, etc., les gens qui veulent acheter des trading accounts, tu vois, le payout, ça va être $200-300. Si je vends un interactive broker, par exemple, je crois que c'est $200. Si je vends une brosse à dents sur Amazon, c'est $0,5 peut-être, un truc comme ça. Et en fait, la difficulté sur le trading account, elle est beaucoup plus élevée, mais elle n'est pas 400 fois plus élevée. Elle est peut-être 10 fois, 15 fois plus élevée, c'est très dur, mais une fois que tu le fais marcher, tu gagnes le rapport par rapport au temps passé pour être sur cette position, tu gagnes plus d'argent en fait. Et en fait, c'est ça que je voulais expliquer avec ça. Ouais, donc ici au niveau des stratégies de monétisation, tu as évoqué du coup, si tu t'envoies les gens sur un Interactive Broker qui est une plateforme pour acheter des actions, etc., il te verse une commission d'affiliation. Donc traditionnellement sur ce genre de stratégie, l'affiliation, donc envoyer les gens sur un produit et en échange on te paye une commission, c'est la stratégie qui est dominante. Toi tu parlais précédemment du fait que tu utilisais aussi des systèmes de funnels, etc. Est-ce que in fine tes funnels amènent toujours vers une commission d'affiliation, ou est-ce que parfois tu fais des services comme le Visio Père Noël, ou même vendre des formations ou des produits d'information? On vend des produits d'information. On vend des produits d'information, Okay. On fait pas de service, on fait pas de physical products, on fait pas d'e-commerce. Mais on a des membres qui font ça. Tu vois, j'ai un membre sur Authority Hacker Pro qui a un site de gardening qui s'appelle epicgardening.com. Il le share publiquement, donc je le share. Il s'appelle Kevin. Je le connais depuis longtemps. Il a bossé. C'est du jardinage. Ah, pardon. Et voilà, l'anglicisme. Et en fait, il a commencé à vendre, tu sais, des pots un peu surélevés que tu mets dans ton jardin, dans ton garden. Vas-y, allons-y. Tu veux, on finit l'intérieur en anglais. On s'en fout. Et en fait, ça marche incroyablement bien. Pour lui, il vient littéralement d'acheter un hangar pour stocker les trucs parce qu'il a limite, il peut pas gérer en flux tendu son stock. Il a dû acheter un hangar en cash, en gros, juste parce que ça marche tellement bien. Je peux pas te dire combien il fait, mais il a acheté un grand hangar en Californie le mois dernier. Tellement ça marche bien. Et il est rempli son truc. Donc, et il a plus de ventes qu'il a de produits en fait. Donc ça peut être fait en physical product, c'est juste que nous on le fait pas en fait. Nous on fait des formations, on fait email marketing mixé, formation à nous plus affiliate offers, et on fait de la pub aussi sur des contenus informatifs. Tu vois, on divise le contenu en deux. On a le contenu commercial et le contenu informatif. Le contenu commercial, ça va être le truc où on va vraiment se focus sur l'affiliation, par exemple. Un mot-clé, ça va être meilleure brosse à dents électrique, par exemple. Tu vois, genre les mecs cherchent meilleure brosse à dents électrique, ils arrivent sur ton site. En général, c'est une liste de produits, les gens ils cliquent, ils achètent et tu gagnes de l'argent. Contenu informatif, c'est plus genre comment bien se brosser les dents, ou la méthode pour bien se brosser les dents, tu vois. Ou alors les chants de Noël dont je parlais pour Visio Père Noël, tu vois. Et du coup, on fait un mix entre des offres affiliées, mais aussi des pubs, parce que en fait, les pubs, sur le marché anglo-saxon, ça paye vachement bien maintenant. Il y a plein de nouveaux networks pour les blogueurs qui payent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que AdSense faisait historiquement. Genre AdSense, historiquement, il payait genre $3-4 par 1000 vues, tu vois. Alors que maintenant, sur les nouvelles plateformes, tu peux faire genre $30 par 1000 visiteurs, un truc comme ça, ce qui est pas... Comment est-ce que ces plateformes-là, ils peuvent se permettre de payer autant? En fait, ils mettent en concurrence plusieurs plateformes. Ils vont pas juste sur AdSense, ils vont voir toutes les plateformes de pub. Et en fait, ils les mettent en concurrence vis-à-vis de ton trafic. Et c'est une espèce de brokerage, quoi. Ils essaient d'avoir le meilleur le meilleur prix pour chaque page view. Et en fait, ils arrivent à avoir des résultats qui sont bien plus élevés que ce que tu aurais avec juste un Google AdSense. Le problème, c'est que c'est vachement limité au marché anglo-saxon. Donc, si tu veux faire ça en France et tu leur montres ton site, ils vont te dire non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ils sont vraiment focusés sur l'anglais, quoi. Donc, quand tu as des sites en anglais, les pubs, c'est pas mal non plus pour certains types de contenus. Et en fait, on a un peu une stratégie d'acquisition et de monétisation par type de contenu, en fait, par template de contenu. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Et pour gérer tout ça, il faut donc du coup une équipe que tu as évoquée tout à l'heure. La taille globale de l'équipe, c'est combien de personnes? C'est pas autant que les gens ils s'imaginent. On a que 6 personnes en full time. Mais on a beaucoup de freelancers. On a beaucoup de freelancers. Genre les designers, les vidéos. Quand tu dis beaucoup, c'est combien? Une trentaine, je dirais. Okay. Avec des mecs qui écrivent des articles, avec tout ce qui est créatif, etc. C'est en freelance.
Et en fait, notre équipe core, c'est vraiment les gens qui sont project managers, tu vois. C'est les gens qui gèrent les freelancers, etc. Et c'est pour ça que notre équipe à plein temps, elle n'est pas si grosse, mais il y a quand même beaucoup de gens qui bossent avec nous, quoi. Et qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant d'avoir ces gens en freelance qu'en full-time? Qu'est-ce qui fait, tu vois, la décision à ce niveau-là? En général, c'est la flexibilité, honnêtement. C'est parce que, en fonction des performances du site, on se dit, on va investir plus là que là, etc. Tu vois, on rééquilibre le budget, etc. Et du coup, forcément, en freelance, tu as moins d'obligations vis-à-vis de ces gens-là que quand ils sont en full-time. Même si, par exemple, tu vois, le mec qui fait nos vidéos, il bosse tous les jours à plein temps pour nous depuis 6 mois, tu vois, il a toujours du boulot, donc. Mais ça nous donne moins d'obligations et aussi, eux, ils peuvent prendre des clients sur le côté aussi, quoi. Ouais. C'est des deux côtés. Ok. Et du coup, tu as un associé qui a commencé directement avec toi, c'est le fameux gars qui s'est posé à Budapest et que tu as rejoint. Qu'est-ce qui a fait au départ que tu t'es dit que tu voulais lancer ce business avec un associé versus le faire tout seul, puisqu'apparemment tu avais les compétences, tu avais les idées? Tu vois, quel serait le critère à ce niveau-là de réfléchir à... C'était pas aussi réfléchi que ça, honnêtement. C'était pas réfléchi. Beaucoup trop de bière, tu vois. Pas envie de le faire tout seul. C'était pas aussi réfléchi. Je bois plus maintenant, donc je dis ça à ma mère si elle écoute, mais bref. Non, c'était pas aussi réfléchi que ça, mais en même temps, on est vachement complémentaires. Genre lui, il est vachement... Moi, je suis beaucoup plus créatif, etc. Donc c'est pour ça que je fais tout... tu vois, j'invente... Il y a des techniques dans l'industrie que j'ai carrément... Enfin, j'ai pas complètement inventé, mais tu vois, j'ai créé des spin-offs qui sont vraiment devenus dominants, tu vois, et que l'industrie entière utilise, etc. Donc je fais beaucoup de trucs créatifs, copywriting, etc. Alors que Marc, il est plus... il s'occupe de tout ce qui est la compta, le business, le HR, etc. Enfin, il est vraiment plus... Et on est vraiment, vraiment, vraiment différents. Et on s'est jamais engueulé, genre en 10 ans. Donc, et ça, c'est déjà pas mal quand tu bosses avec quelqu'un pendant 10 ans. Mais je pense qu'on a eu de la chance, en fait. Je pense pas qu'on était des génies du tout. Je pense que c'était la bonne personne au bon moment et que lui, en fait, il était à peu près attiré par le même style de vie que je cherchais. Et du coup, ça a bien matché, quoi. Donc tu vois ça comme une complémentarité au niveau des personnalités et un coup de chance en fait de dire c'était la bonne personne. Mais honnêtement, je regrette pas. C'est bien d'avoir quelqu'un. Tu vois, les gens cherchent souvent des masterminds quand ils sont tout seuls en business, etc. Mais tu vois, les gens ils comprennent vraiment jamais vraiment exactement ce que tu fais. Tu vois, ils comprennent un peu, mais c'est jamais vraiment dans la profondeur. Tu vois, nous on est vraiment genre sur notre comptabilité, etc. On peut vraiment prendre le temps d'en parler pendant 2 heures et tout, et d'avoir des débats, etc. Et en fait, ça me gêne pas du tout de partager le profit parce que je pense qu'à deux, on se démerde mieux que si on était tout seul, quoi. Donc, ça me gêne pas du tout. Et honnêtement, c'est juste plus sympa de bosser avec quelqu'un, je pense. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Vous aurez peut-être remarqué la conclusion un petit peu brusque et notamment l'absence, pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais pour une fois exceptionnelle, des 3 questions de la fin du podcast Marketing Mania. Que s'est-il passé ? Pour faire l'histoire de manière très courte, notre enregistrement a été interrompu. Je me suis dit on avait déjà un bon épisode. Si on se refait un enregistrement, on est reparti pour 40 minutes. Ça va faire un peu plus long. On invitera Gaël dans un prochain épisode. Il nous racontera son livre préféré et le conseil qu'il avait pour son soi-même de 20 ans dans un futur épisode. Je pense que vous allez survivre sans les 3 questions, même si je dois avouer que même pour moi, ça laisse un petit peu sur ma faim. Je me dis, tiens, j'ai la petite routine de fin pour terminer les épisodes. On l'a pas eu. Donc c'est la fin de ce podcast. Bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, la plateforme de votre choix, de nous laisser une évaluation 5 étoiles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais une évaluation 5 étoiles pour le podcast. On est à plus de 1000 évaluations sur Marketing Mania actuellement sur iTunes. Ça fait vraiment plaisir, ça aide vraiment le podcast à se référencer et à avoir des invités comme Gaël qui finalement n'ont pas vraiment d'intérêt à être là puisque son marché est plutôt anglophone, mais il se dit tiens, c'est un podcast qui marche bien et j'en ai entendu parler et je vais venir partager. Donc merci à vous pour vos évaluations. Bien sûr, si vous avez envie de monter un business vous-même, le lien c'est toujours marketingmania.fr/audience pour suivre ma formation gratuite Construire une audience qui achète. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.